Je m'appelle Vincent Bontemps, je travaille au CEA, je suis philosophe des sciences et des techniques. J'avais 4 ans quand Goldorak est sorti, 5 quand j'ai commencé à regarder. Et par conséquent, je fais partie de cette génération qui a été traumatisée par l'arrivée de Goldorak sur les écrans. Voilà. Goldorak, c'est évidemment une référence qui s'inscrit dans tout un patrimoine venu du Japon et des robots géants et des animés japonais. On va en parler un peu. Goldorak, c'est aussi une réception extrêmement particulière en France. Il y a des choses un peu analogues, mais il y a une spécificité qui est due, on en parlera, déjà à une suradaptation à travers l'adaptation des noms et peut-être d'autres facteurs qui a donné lieu à aussi des éléments de réaction. Il y a eu une critique et une controverse autour de ce premier animé introduit dans le paysage audiovisuel français. Goldorak, c'est une série qui a été longtemps rediffusée pendant une dizaine d'années, mais qui a pu paraître à un moment donné peut-être banalisée ou même dépassée à une époque postérieure, mais qui avait laissé visiblement une nostalgie assez importante parmi ceux qui y avaient été exposés jeunes. Et donc, c'est aussi un phénomène de persistance, une sorte de mythe. Et pour ceux donc, qui participent volontairement, comme moi, c'était l'objet d'une attente de son renouveau. Voilà. Et donc, que vous pouvez trouver évidemment dans les meilleures librairies, dont celle qui se trouve à l'entrée de la Cité des Congrès. Il est temps maintenant de cesser de parler pour moi et de vous présenter nos 3 formidables invités qui vont permettre de traiter de ce formidable robot. Alors, j'ai en face de moi Hervé Delahaye, que les habitués des Utopiales connaissent bien pour ses conférences extrêmement érudites, qui, sur son blog, se présente parfois comme compositeur et décompositeur, et qui, je précise, je m'oriente vers son blog parce qu'il y a eu un excellent double billet sur la musique de Goldorak que tu as signé. Alors, tu ne viens pas nous parler que de la musique, mais j'espère qu'on parlera de la musique. Alors, pour ne pas écorcher le nom de la personne qui a composé, c'était Shunsuke Kikuchi. Voilà. Et bon, moi, quand je lis la BD, j'entends la musique suivant les scènes. Hein. Bon, bref, j'arrête. À côté de lui, vous pouvez reconnaître Denis Bajram. Alors, Denis, c'est une institution de la bande dessinée française, surtout connue pour... T'aimes pas qu'on dise une institution? Bon, excuse-moi. Enfin, surtout connu, qui a été très connu pour Universal War et qui est, par exemple, une des seules bandes dessinées qui a été traduite vers l'américain et publiée chez Marvel. Tu as aussi d'autres activités, des activités syndicales dont tu es peut-être retiré maintenant, mais voilà, et tu oses parfois franchir des lignes rouges. En déclarant des choses comme Uderzo n'a pas d'esthétique ou des choses comme ça. Mais de toute évidence, là, si on t'accueille, c'est parce que tu as commis cet album. Je déclare, Uderzo est un génie et il n'a pas d'esthétique. Oui. Pas mais. Oui, c'est vrai. J'avais pas mis de mais, moi j'ai juste gardé la partie qui est scandaleuse. Olivier Paquet. Alors, Olivier, tu es un auteur de science-fiction, on va commencer par ça. Une trilogie qui a marqué les esprits, c'est Melkin. Il n'y a pas longtemps, tu as publié Les Machines Fantômes. Ça me semble de très bon augure pour parler d'un revenant, d'un robot revenant, hein, donc Les Machines Fantômes. Et ce que je sais de toi, c'est que tu es aussi un grand amateur, en fait, justement, des robots géants, pas spécialement de Goldorak, mais de cet imaginaire-là. Robots géants et puis manga en général. D'accord. Voilà, donc ça c'était pour fixer un peu les personnages, les caractères. Et maintenant dans le scénario, eh bien, je vous propose de revenir à l'épisode 0. C'est en fait, nous on parle tous de Goldorak, mais en fait ce personnage au départ, ce robot géant, s'appelait Grandizer et il était la suite d'un autre robot qui s'appelait Mazinger. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu, Olivier, de ça ou... Mazinger Z, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un aspect qu'on retrouvera aussi dans Goldorak, c'est que l'histoire même de Mazinger, ce robot,
est fascinante. À chaque fois qu'on la raconte, je trouve que c'est l'histoire d'une équipe d'archéologues qui va sur l'île de Rhodes. Et l'île de Rhodes, on imagine le colosse de Rhodes. Et donc, c'est là qu'ils découvrent un robot qui ne fonctionne pas. Et pour le faire fonctionner, ils vont au Japon et ils vont aller chercher dans les profondeurs du Fuji un minerai qui s'appelle le japonium. Et grâce au japonium, ils font revivre ce robot. Donc, il y a vraiment cette idée d'un robot étranger qui, grâce à l'esprit japonais, si j'ose dire, prend vie. Donc, il y a cette base. Bon, après, l'apport de Go Nagai, c'est de mettre le pilote dans le robot. Avant, le robot qui était vraiment le robot qui a fait tous les grands robots, c'est un robot qui s'appelle Tetsujin 28. L'histoire de Tetsujin 28, c'est un robot qui était une arme créée par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, en fin de guerre mondiale, et qui aurait dû être une arme fantastique, comme le Messerschmitt 262 chez les nazis, mais l'usine ayant été bombardée, il n'a jamais pu être mis en route. Et ce robot géant, pouvait être commandé par une télécommande qui était détenu par un adolescent. Et donc c'est un robot qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de conscience, qui n'a rien, puisque toutes ses actions dépendent de qui a la télécommande. Donc on voit autre chose avec Go Nagai, où le pilote est vraiment à l'intérieur, et donc c'est vraiment les actions du pilote, il n'est pas à l'extérieur du robot. Donc ça change fondamentalement le robot, le rapport au robot, plus après ce que Go Nagai apporte, c'est que les ordres, ces techniques, fulguropoint, etc., sont hurlés par le pilote. Et ça change aussi beaucoup dans la dynamique du robot. Il apporte une troisième chose, c'est l'assemblage. Parce que dès Mazinger, le pilote est dans un petit véhicule qui s'assemble. Après, on voit Goldorak qui s'assemble avec une soucoupe, et puis il finit par inventer même les robots qui s'assemblent pour faire un grand robot. Et quelque part, c'est quand même le monstre du jouet, quoi. Oui, sur les commandes vocales, il y a un truc que moi je trouve assez fascinant dans Goldorak, c'est que, alors je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les commandes vocales, mais il y a un certain nombre de commandes vocales qui sont doublées d'une commande manuelle. C'est-à-dire que le pilote prononce à haute voix la commande et en même temps il pousse un bouton ou tire un levier, et on se demande quand même à quoi sert la commande vocale. Mais on peut dire que c'est un héritage finalement du kendo, où il y a le cri d'attaque et en même temps que le mouvement. Donc il y a cette tradition-là qui est aussi implantée dans ce robot. En plus, dans le kendo, il y a une armure. Donc il y a un lien, à mon avis, culturel dans ce genre de choses. Est-ce que je peux... je me demande, toi qui connais bien les robots, parce qu'il y a quelque chose qui est frappant, c'est le personnage de Daisuke Actarus. Quand il est dans le robot et que le robot se fait agresser, ça se retrouve dans la bande dessinée, en fait, il souffre avec le robot. Et le robot aussi, ses performances dépendent de l'état moral du personnage. Donc il y a plusieurs épisodes où il va chercher au fond de sa force, et du coup, Goldorak arrive à faire des choses. Est-ce que ça, c'est aussi une invention de Go Nagai? Est-ce qu'il est... Ah oui, sûrement, oui. Il n'y a pas, puisque justement le robot est extérieur au pilote, donc ça change. Et on le retrouvera dans une version surmultipliée. Dans une des dernières incarnations les plus célèbres du robot, c'est Evangelion, où il y a un aspect de synergie, enfin de synchronisation, voilà, je cherche le mot, du pilote plongé dans un liquide qui est en fait un liquide amniotique. Donc on a un aspect absolument total de fusion du pilote avec le robot. Donc c'est le lien que... D'ailleurs, il faut savoir que chez Hideaki Anno, il y a une sorte dans son Evangelion, donc cette série qui date des années 90, je crois, de mémoire, et qui est une sorte de fusion entre plusieurs traditions de robots. Donc on trouve vraiment à la fois un aspect de robot réaliste et un aspect de robot classique. Donc c'est un peu une fusion. Et c'est un élément que Denis a mentionné en passant, mais est-ce qu'avant Mazinger, le merchandising de jouets, c'est-à-dire de robots, était déjà une composante? Il y avait une dynamique comme ça? Alors, il y a des jouets en métal de robots au Japon, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est adapté. On est quand même aussi à la naissance du manga, on est avant la naissance de l'anime. Je ne pense pas qu'on soit dans du merchandising. Je pense qu'il y a un moment une sorte de fusion justement qui s'opère entre un vrai marché du robot de ferraille qu'on remonte et ces inventions du manga, puis des premières animes. Donc on est sans doute sur une fascination pour le jouet chez Go Nagai. Il a sans doute joué peut-être même avec ces petits morceaux de ferraille. Il y en
avait quelques-uns qui étaient exposés au quai de Branly là, de ces vieux robots. J'ai pas eu la chance de les voir, mais j'ai vu des photos et en effet, on sent que tout ça a dû être un continuum culturel qui s'est nourri l'un de l'autre jusqu'à arriver au fait qu'avec Goldorak, le plus grand succès en France, c'est peut-être la vente des robots en plastique. Oui, Je crois qu'il faut rappeler deux choses. D'abord, la production d'un dessin animé, d'une série animée pour la télévision, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui était une prise de risque, un gros investissement au moment où on la fabrique. Donc l'alliance entre l'industrie du dessin animé et l'industrie du jouet est quelque chose d'assez naturel, parce que ça permet, si on crée le bon partenariat au moment de la production, de s'assurer des rentrées d'argent qui vont être extérieures à la vente elle-même de la série. Et ça, c'est quelque chose que le dessin animé invente très tôt. Il me semble que les productions Disney, dès l'après-guerre, sont accompagnées de figurines, de jouets, de produits dérivés au sens large, des albums de livres, etc. Et sur le plan strictement économique, c'est quelque chose qui joue un rôle important bien avant Goldorak. Ce qui s'est passé en France quand Goldorak arrive, à l'été 78, c'est que c'est probablement la première fois que les enfants qui étaient spectateurs de la série animée à la télévision formulent à haute voix la demande de « je veux le robot Goldorak ». Et la presse de l'époque fait état du fait qu'à Noël 78, il y a eu une pénurie de jouets Goldorak. Ça, en soi, c'est un événement qui est intéressant, mais là où ça a des conséquences, c'est que c'est aussi un moment où il y a chez les adultes des gens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ces séries qu'on passe à la télé pour nos enfants, qui sont conçues manifestement dans le but de vendre des jouets ?» Et toute cette opération est, semble-t-il, hautement suspecte. Ça a contribué, ça a joué un rôle dans les critiques qui ont été formulées contre Goldorak à ce moment-là. Et c'est donc pas seulement la série et son contenu qui a gêné, mais c'est qu'il y ait un merchandising autour. Sachant que exactement au même moment, sur les écrans de cinéma, Star Wars fait la même chose. Les magazines de l'époque pour enfants et pour ados sont bourrés de pubs pour les figurines Star Wars, les vaisseaux Star Wars, etc. Mais avec Goldorak, il y a eu cette dimension-là de demande très forte chez les enfants, et les enfants assez jeunes. J'ai un verre à moutarde Goldorak. Oui, mais effectivement, quand on était au supermarché, l'enfant pouvait dire à ses parents tu peux pas prendre plutôt la moutarde qui est dans le verre avec le personnage. En fait, on a commencé un recensement des produits dérivés dans le cadre de cette BD parce qu'on voulait faire un cahier supplémentaire. On allait présenter énormément de choses comme ça pour rappeler par rapport à la nostalgie de ces objets Goldorak. Et en fait, on a arrêté parce que on en a découvert déjà en contactant les collectionneurs des centaines. Mais depuis la tente de Jardin Goldorak jusqu'au, en effet, les collections de verre à moutarde, mais surtout, on a découvert qu'une bonne partie était sans licence. Et nos amis japonais nous ont fait comprendre que ça leur faisait un peu mal, toujours aujourd'hui, de voir dans un album de Goldorak tous ces trucs qui avaient été volés à Gonagai à l'époque et à la Toei. Quand les choses sont bien organisées, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la production, il y a une discussion qui se fait entre les producteurs de la série et les gens qui vont s'occuper des produits dérivés et qui vendent des licences à d'autres. Et donc, par exemple, quand vous êtes, j'en sais rien, producteur de musique et que vous décidez que vous allez produire le 45 tours du générique de Goldorak, en cas de Goldorak, c'est un cas un peu particulier, mais vous êtes en lien avec une série animée qui va prochainement être diffusée, vous êtes choisi pour sortir le 45 tours, c'est vous qui payez très cher pour avoir le droit de sortir le 45 tours qui va afficher l'image du dessin animé et qui, si tout se passe bien, va se vendre très très bien. Donc ce sont des rentrées d'argent pour la production. Oui. Alors, il y avait eu un demi-échec au Japon, hein, puisque Mazinger avait été immensément populaire. Grazinger a eu quand même 2 saisons, donc la diffusion n'a pas été entravée n'a pas été moindre, mais le merchandising justement a été plus faible qu'escompté. Ils avaient escompté une amplification. C'est dû à des aspects scénaristiques probablement, du fait que les jeunes japonais s'étaient beaucoup attachés à Alcor, notre Alcor, je ne me rappelle plus, qui était Kuji, peut-être, bon, peu importe, qui était leur héros favori et qu'il est relativement maltraité. Il devient un faire-valoir et qui plus est, il est même maltraité durant la première partie. Maltraité physiquement, on peut le dire. Oui, maltraité physiquement par le héros. Il faut imaginer, c'est comme si Batman
devenait Robin, et qu'il se retrouvait au service d'un nouveau Batman qui le tape. Je pense pas que les spectateurs apprécieraient beaucoup ce scénario-là. C'est ce qui s'est passé au Japon. Il y a eu... Alors qu'en fait, c'est génial, parce qu'on se retrouve avec une concurrence de deux coqs. Dans l'absolu, c'est très bon pour le moteur de l'histoire, mais non, les gens l'ont pas accepté là-bas. Eh ben, on l'a accepté ici tout simplement parce que nous ne connaissions pas Mazinger. Donc c'est ça sur ce que je vais insister avant de passer à la réception française, c'est qu'il y a cet effet de coupure qui est que nous, on n'a pas eu l'enchaînement Mazinger-Grenzinger. On a eu Goldorak directement. Et donc, voilà, avec les aspects même mystérieux qu'on ne savait pas d'où sortait Alcor au début. Mais ce qu'on dit là sur ça, c'est justement une des traits caractéristiques de Go Nagai, c'est d'être très iconoclaste. Puisqu'il se fait connaître, un des premiers mangas avec lequel il se fait connaître, c'est L'école indécente, je crois, qui est totalement politiquement incorrect, même pour l'époque, hein, puisque il y a des tas d'associations de parents qui attaquent Go Nagai pour ce manga, parce que, en gros, l'histoire de ce manga, l'idée, c'est que la principale occupation des collégiens, c'est de regarder les sous-vêtements des filles n'importe où. Enfin, il y a des tas d'histoires là-dessus, et ça se finit. Il détruit le manga avec une intervention des associations de défense, enfin des parents d'élèves qui font un raid parachuté sur le collège et qui le détruisent. Enfin voilà. Donc c'est ça, et qu'il y a quand même chez Go Nagai beaucoup, que ce soit Kutiyone, Devilman, un aspect iconoclaste destructeur. Donc je trouve qu'effectivement, quand il a fait Grindazer, le fait de se moquer finalement, de retourner Alcor, ça fait partie de son esprit créatif de faire un peu ce qu'il veut aussi. Alors, je vais me permettre une intervention très brève sur le rôle de Go Nagai dans Goldorak, qui n'est pas très très bien connu, mais je vais en parler parce que hier, j'ai encore reçu sur Internet un message d'un anonyme qui me dit, contrairement à tout ce que ces tordus disent sur Internet, c'est bien Go Nagai, l'auteur de Goldorak. Alors, ça dépend ce qu'on entend par auteur. Il est certain que Go Nagai collabore à la conception de la série en amont. Maintenant, il ne fait pas partie de l'équipe des scénaristes, donc il ne signe aucun scénario d'aucun épisode. Il fournit du matériel graphique pour certains des personnages principaux, mais il ne fait pas non plus partie de l'équipe graphique qui va s'occuper de ce qu'on appelle le chara design, donc la conception très technique graphique des personnages qui vont pouvoir ensuite être animés. Donc il n'est pas auteur de Goldorak, la série dont nous parlons. Il est l'auteur de l'univers et de certains des personnages qu'on y retrouve. Voilà. Je referme la parenthèse. Aujourd'hui, il contrôle les droits d'auteur de la série, donc on lui a quand même reconnu l'autorité sur la chose. Voilà. Oui, mais de même que pendant longtemps, George Lucas pouvait contrôler un certain nombre de choses qui avaient trait à Star Wars, même quand il n'écrivait pas une ligne des produits dont on parlait. Même quand il les filmait pas non plus. Pas le spécial de Noël. Pour préciser, si vous voilà, voulez... Oui, mais exactement. En fait, Goldorak, c'est le holiday spécial. Bon, c'est réussi, c'est une chance, mais Voilà. Et si vous voulez vous travaillez chez Amora, vous voulez refaire de la moutarde Amora Goldorak, il faut bien contacter Go Nagai. Voilà. Oui. Alors, passons maintenant aux versions donc proprement Goldorak. On a le droit de faire des allers-retours. Mais bon, Goldorak, c'était donc la première émission qui faisait 100% d'audimat. Voilà, si une télé était allumée, elle l'était sur Antenne 2 à cette heure-là pour suivre Goldorak. Et un phénomène, on en a déjà évoqué quelques éléments, les enfants prescripteurs d'achat de cadeaux et la presse qui commence... Une controverse qu'on va peut-être évoquer là maintenant, une controverse sur le générique, sur la chanson, où tu peux en parler un peu quand même. Alors, pour ma part, je trouve que les controverses autour de Goldorak sont tout à fait intéressantes. Celle-là, c'est pour moi la moins intéressante de toutes. Quand la série commence à être diffusée en France, les génériques d'ouverture et de fermeture sont des traductions des deux chansons japonaises. Donc la musique est conservée et les textes sont écrits en français. Et le parolier qui s'occupe de ça, qui est Pierre Delanoë, commet une erreur, puisque dans le générique de fin, il écrit une phrase qui dit, grosso modo, viens sauver notre race. Bon. Et là, viens défendre notre race. Elle est en danger, ouais. Elle est en danger. Et là, évidemment, il y a eu une levée de bouclier parce que le mot race, quand même, on est à la fin des années 70, donc commence à être considéré comme n'ayant plus aucune utilité dans le domaine social ni dans le domaine scientifique. Donc, quand on parle de race, ça ramène à des temps plus anciens et forcément, le fait même d'employer le mot implique le racisme. Et je ne suis pas totalement en désaccord avec ça. En l'occurrence, la cabale, je ne savais pas, démarre en fait dans les syndicats d'Antenne 2 à l'époque.
Je crois que c'est le cas, mais je n'ai pas lu de documents là-dessus. En tout cas, le générique qui contient ce mot va passer à la trappe au bout de, je crois, une quinzaine d'épisodes à peu près. Et il est remplacé à la va-vite par une autre chanson dont je crois que c'est Pierre Delanoë également qui a écrit le texte, mais alors là, il fait un truc complètement lénifiant. Un texte que je trouve absolument lamentable, mais qui a l'avantage d'être totalement passe-partout. La musique originelle qui avait des accents un petit peu guerriers, avec un tempo rapide, beaucoup de cuivre, de percussions, est remplacée par une composition originale d'un Français qui s'appelle Pascal Auria et qui l'a fourni aussi un truc beaucoup plus variété, beaucoup plus doux, lent et qui est à des lieux de l'univers de Goldorak. L'ironie veut que cette chanson qui sort à 45 tours se vende extrêmement bien. Et ça a aussi beaucoup contribué à la façon dont Goldorak s'est auto-alimenté dans la mémoire collective des enfants à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à une époque où il y a très très peu, voire pas du tout de magnétoscope dans les maisons. Il n'y a pas de replay, il n'y a pas de cassette vidéo ni de DVD. Donc les programmes qu'on voit à la télé, ils ne survivent que par la manière dont on en parle entre soi. Et les enfants, dont j'étais, parlent des programmes principalement en se rechantant les chansons des génériques parce que ça devient un support du souvenir. Évidemment, ça contribue aussi à la vente des disques, donc tout le monde est content. Alors, il y avait un autre moyen, mais on rejouait les scènes dans la cour d'école aussi. Alors, effectivement, les commandes vocales dont on parlait tout à l'heure, alors moi qui n'étais pas un fan absolu de Goldorak, j'ai aussi couru dans la cour de récré en criant Fulgure au point. Il y a que l'homme 3 milliards qui a eu le même succès, où on courait dans la cour d'école en faisant dang, 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 dang. Mais ça, j'ai pas connu. Ouais, oui, c'est vrai. Mais oui, Goldorak, ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même tenté de faire des assemblages. Il y en a un qui joue la soucoupe, l'autre le Goldorak. Rétroactivement. Ah ouais, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Exprime-toi. École catholique, évidemment. Mais c'est vrai que avant de préparer cette table ronde, je me suis posé la question. Donc j'avais 73, 5 ans. Donc je me suis posé de quoi je me souviens si je pense à Goldorak. Et en fait, c'est le son, justement. Le son de la navette, il y a évidemment les commandes vocales, il y a un aspect sonore qui n'avait rien à voir avec tous les dessins animés, Disney, etc. Il y avait un environnement sonore tout à fait particulier. Et je crois qu'un des succès de cette différence d'identité, c'est pas simplement, évidemment il y a le robot, mais vu que les personnages ont l'air d'être des Américains, parce qu'il y a un ranch, etc., on se dit pas, ça pourrait être américain. Mais il y avait un environnement sonore qui est très particulier. Et je crois qu'un des aspects qui fait que ça peut marquer aussi, c'est cet aspect sonore. Pour rebondir sur le magnétoscope, il y avait les tout premiers magnétoscopes, on a oublié, mais à l'époque, l'État français est en train d'essayer d'empêcher l'arrivée des magnétoscopes sur le territoire national. Des magnétoscopes de fabrication japonaise. Ah oui, parce que alors en fait, il faut réaliser qu'on regarde le dessin animé japonais avec l'œil qu'on porte à l'époque sur l'invasion technologique japonaise, puisque le Japon et la Chine d'aujourd'hui, il est en train de fabriquer des tas d'appareils beaucoup moins chers que ce qu'on trouve en Europe et est en train d'envahir l'hi-fi, la télévision, donc les premiers magnétoscopes. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que j'avais un ami qui était très riche et son papa avait un magnétoscope. Et moi qui n'avais pas le droit de voir Goldorak, parce qu'on est dans une famille bien élevée, eh bien, j'allais en cachette voir Goldorak sur le magnétoscope. Donc en fait, il y a le lien pour moi, il est hyper intense entre ces deux invasions japonaises et ce qu'on disait à l'époque sur le dessin animé, c'est ce qu'on disait sur les magnétoscopes. C'est-à-dire que c'était des pâles copies. On disait que le magnétoscope, les produits japonais étaient copiés sur les produits européens ou américains. On disait que c'était, alors qu'on disait sur le dessin animé que c'était des mauvaises copies des Disney. Enfin, je ne sais même pas comment on osait comparer ça. Alors, en fait, le plus amusant dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de point de comparaison. Parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais je ne suis pas sûr que la France produisait massivement des magnétoscopes dans les années 70. Pas plus que la France ne produisait massivement des séries animées pour la télévision. Ça n'était pas le cas, parce qu'il n'y avait pas les moyens de production. Les séries animées produites par la France à ce moment-là, c'est des séries avec des épisodes extrêmement courts,
comme, je ne sais pas si ça va évoquer quelque chose pour vous, mais des choses comme Watu Watu, par exemple, ou le Dauphin, qui sont des séries avec des épisodes qui durent 5-8 minutes. Mais Oum n'est pas produit au Japon déjà à l'époque, en réalisation? Alors, Oum est une production française, mais on va sortir du sujet. Non. On va faire une autre table ronde en coulisses après. Je voudrais que tu dises un mot sur Mais la musique. je vais terminer ce que je voulais dire. Ensuite. On critique Goldorak en le comparant à des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de blessure narcissique. On est en France pas capable. C'est-à-dire qu'on n'a jamais produit de séries animées, d'épisodes de 26 minutes à ce moment-là. On essaye de le faire un peu après, entre autres choses, à la fois par réaction et parce que le volume de programmes jeunesse à la télévision grossissant, il faut les remplir. Et à un moment donné, les gens se disent, bon, on va quand même pas uniquement acheter des programmes étrangers, on pourrait peut-être essayer d'en faire chez nous. Mais le point de départ, c'est qu'il y a un appel d'air au moment où les chaînes françaises, qui sont au nombre de 3 au moment où Goldorak est diffusé, mais il faut aussi se rappeler qu'à ce moment-là, les chaînes ne diffusent même pas des programmes en continu. La 3e chaîne ne diffuse que en fin d'après-midi et le soir, par exemple. Et les programmes le soir s'arrêtent assez tôt. Je crois que vers 23h, tout est terminé. Donc, quand les chaînes commencent à créer des cases jeunesse dans la semaine, c'est-à-dire le mercredi après-midi principalement pour commencer, il faut les remplir. Et donc, comme on ne produit pas de dessins animés sur le sol français, on en achète à l'étranger. Et donc, on en achète au Japon et aux États-Unis. Les premiers dessins animés japonais qui sont diffusés sont antérieurs à Goldorak. Ils n'ont pas été identifiés comme japonais, mais donc c'est Le Roi Léo et Prince Saphir, et je crois que Olivier peut-être nous en dira un mot. Parce que, ce sont Notre vie. Voilà, mais ce sont des dessins animés qui à ce moment-là ne sont peut-être soit pas identifiés comme japonais, ou en tout cas non pas dans le contenu ou dans le succès ou le non-succès qu'ils rencontrent, ne créent pas de réaction particulière. Est-ce que tu veux bien me dire un mot de la musique? Tu as quand même un point de vue averti. Alors, la musique de Goldorak, elle est intéressante à plus d'un titre. On pourrait aussi faire 1 heure là-dessus, et même sans en écouter une note. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Goldorak, c'est la suite d'une suite. C'est-à-dire qu'il y a une première série qui est Mazinger Z, il y a une seconde série qui est Great Mazinger, et une troisième qui est Goldorak. Les 2 premières ont une musique qui est composée par un autre compositeur qui s'appelle, j'ai un pense-bête, Michiaki Watanabe. Pour une raison que j'ignore absolument, Watanabe ne reste pas pour les musiques de Goldorak, et donc c'est Shunsuke Kikuchi qui s'en occupe. Il apporte à la série une signature sonore très personnelle. Elle est personnelle à 2 titres. D'abord parce que la manière d'écrire de la musique pour le dessin animé au Japon est assez spécifique et très différente de la manière dont elle se fait aux États-Unis au même moment, et de la manière dont elle ne se fait même pas en France, donc, comme je l'ai dit. Et puis Kikuchi a des sonorités qui lui sont propres. Alors, il y a un article de Wikipédia qui est assez intéressant sur le sujet, parce que c'est rare que pour un compositeur, les gens se donnent le mal d'essayer de décrire verbalement, c'est-à-dire par des phrases, les sons qu'il emploie. Et c'est assez bien fait sur Wikipédia. L'une de ces caractéristiques sonores, ce qui fait sa signature, c'est sa manière d'utiliser de façon très identifiable à l'oreille les différents groupes d'instruments dans l'orchestre. Et il le fait en réduisant un peu leur nombre. Par exemple, au lieu d'utiliser massivement les cordes avec les 5 pupitres traditionnels qui sont premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse, très souvent il n'utilise que les aigus, c'est-à-dire les violons, et les autres n'existent même pas. Ce qui fait qu'ils sont plus faciles à repérer par l'oreille dans l'ensemble. De même, il n'emploie quasiment pas de bois, c'est-à-dire les clarinettes au bois, bassons, etc. sont quasiment absents, voire totalement, ça serait à vérifier. En revanche, les cuivres sont très présents, et puis il y a beaucoup de percussions, dont certaines sonorités très très reconnaissables, comme le vibraslap, qui n'est pas utilisé que par lui, qui est très présent dans le dessin animé, mais des sonorités comme ça qui vont s'ajouter au bruitage pour créer une atmosphère particulière. Alors après, et j'en aurais terminé, la musique, elle est enregistrée à l'avance. On constitue des banques musicales avec des morceaux relativement courts qui sont identifiés dans des groupes en fonction de l'atmosphère du lieu qu'on veut évoquer. Et ensuite, il y a des monteurs qui font un travail très très minutieux qui va consister à coller à l'image des petits bouts de ces musiques en les coupant, en les collant, en les mixant les uns à la suite des autres pour que le récit se fasse de façon fluide dans la bande sonore.
Je voudrais encore dire une chose sur ce sujet, c'est que ça, c'est une opinion qui est personnelle, mais je crois que dans le dessin animé, et notamment le dessin animé japonais, qui, parce qu'il s'est tôt industrialisé, a mis en place des systèmes de fonctionnement, de production qui tiennent compte des impératifs financiers et donc qui vont faire, là où il le faut, les économies d'animation. Quand je parle d'économie d'animation, je veux dire par exemple dans Goldorak, il y a un certain nombre de dialogues où les personnages sont masqués parce qu'ils portent leur casque. Alors ça c'est génial parce que quelqu'un qui parle et qui a un masque, par exemple Vincent, quand il parle, on ne voit pas ses lèvres bouger. Et donc il n'y a pas besoin de les animer. Quand on voit un épisode de Goldorak aujourd'hui, enfin moi, je suis frappé par ce genre de détails. Il y a un certain nombre de plans où les gens parlent et leurs lèvres ne bougent pas parce qu'ils ont un masque. Donc il y a plusieurs des méchants comme ça qui ont des casques. Voilà. Tout ça, c'est des petits trucs qui permettent de gagner un petit peu de temps, un petit peu d'argent. Mais pour que le récit fonctionne, pour qu'il y ait quand même des moments de suspense, de dynamisme, etc., il y a deux choses qui sont là pour, si j'ose dire, sauver la dramaturgie. C'est le montage. Et le montage sonore. Et là, la musique joue un rôle moteur. Est-ce que l'économie de moyens sur les instruments peut avoir été une économie d'enregistrement ? Non, j'y crois pas une seconde. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Il faut quand même se dire que enregistrer les 2 heures à tout casser de musique qui font la série, je pense que ça se fait sur quelques jours de studio. Ça coûte pas plus cher d'avoir un orchestre complet. Je pense que c'est même. J'aimerais voir la tête du régisseur quand on lui dit OK, on enregistre, mais c'est pas la peine de faire vieillir les violoncelles et les contrebasses, on s'en sert pas. De toute façon, l'effectif de l'orchestre, c'est des orchestres de studio qui font ça toute l'année. Il est présent, on loue à la journée. Les économies que ça représente sont absolument dérisoires. Ce qui coûte très cher dans un dessin animé, c'est d'animer. C'est extrêmement là où les Japonais coûteux. ont toujours été super forts, c'est-à-dire c'était Miyazaki qui disait ils ont aboli l'animation, c'est-à-dire que justement en fait le responsable de tout ça d'une certaine manière c'est Osamu Tezuka qui voulait, donc c'est le grand, ce qu'on appelle le dieu du manga, mais enfin parce qu'il a une production absolument gigantesque, c'est fabuleux, et il voulait faire du cinéma, de l'animation, et donc il a réussi à le faire en faisant des épisodes. Donc il a fait Astro, enfin ce qu'on connaît sous le terme d'Astro en France, le petit robot, des épisodes un épisode par semaine à des tarifs dérisoires. Et donc les animateurs japonais de l'époque, des grands studios, étaient atterrés parce qu'ils disaient en fait c'est du manga passé au banc titre. Tellement c'était peu animé. C'est du manga passé au banc titre. On l'a fait en Europe. Hein. Oui, Anna Barbera ou... non, mais pire que ça, il y a une version sous-animée de Tintin à la fin des années 50 où ce sont en fait des cases de BD qui sont à peine animées et c'est la bande-son qui fait tout. On en trouve je crois, des extraits sur le site de l'INA. C'est totalement irregardable aujourd'hui, mais c'est très intéressant dans l'histoire du dessin. Mais à travers Tezuka, tous ceux qui ont suivi ont développé toute une grammaire. Il y a des tas d'animateurs qui sont passés après. Il n'y a pas eu que Tezuka, il n'a pas vitrifié le truc. Tous ceux qui ont apporté, par exemple, les images peintes arrêtées qui sont très spécifiques. Il y a des tas de choses, de petits détails. Les rotations d'animation, par exemple, sur les cheveux, où on pouvait jouer en boucle le même mouvement de cheveux. Et donc, c'est des bricoleurs, c'est-à-dire qu'il y a une facilité, même si, par exemple, comme un film où il y a des moments d'animation qui sont extrêmement détaillés, comme le film Akira d'Otomo, il y a des moments où on monte, parce que donc, pour dire à l'animation, on monte à 12 images par seconde, choses comme ça. Donc chez Akira, on va monter très haut dans certains moments, et puis bas dans d'autres. Il y a une manière alors qu'un Disney va être beaucoup plus constant dans l'animation, alors que même Akira, on a dit oui, c'est animé à tant. Non, c'est pas animé tout le temps au top. Alors Akira, c'est un long métrage dessiné au cinéma. Oui, non, je dis non, mais je parle généralement n'est pas du tout la même. Non, mais je parle généralement. Même sur un projet aussi ambitieux. Voilà, même sur un projet ambitieux, il y a cette facilité. Princesse Mononoke me frappe toujours là-dessus, alors que c'est un projet quand même ambitieux. Il peut y avoir des choses incroyables, on va voir un sanglier animé parfaitement, etc. Et juste après, on va avoir une scène dans une salle où les gens discutent, on est à 2 doigts de la bouche qui bouge, de la caricature du dessin animé japonais qu'on pourrait faire. Et alors que la production a atteint des niveaux d'animation extraordinaires qui font toujours l'admiration des étudiants aujourd'hui, quoi. Alors pour en revenir à Goldorak, mais on n'en s'en est pas tellement éloigné, j'aimerais avoir ton avis, Denis, de professionnel, sur le matériau graphique de Goldorak. Est-ce que tu es retourné aussi au manga, puisqu'il y en a eu,
ou est-ce que tu t'es concentré uniquement sur ce que tu as vu ou sur des souvenirs? Mais quel est ton regard posé sur l'aspect proprement graphique, non pas animé, hein, mais graphique de la série? Alors, le choix qu'on fait Goldorak. dans ce Goldorak-là, c'est faire la suite de nos souvenirs. Oui. C'est important de le dire en démarrage. Donc déjà, on fait la suite du dessin animé franco-japonais, avec tout ce qui a été modifié, avec tout ce que ça change à son sens, avec toute cette espèce de mélodrame grec quasiment qui est plaqué sur la série, etc. Et ça a un impact sur la manière dont on va même représenter le robot, nous. Déjà, évidemment, je ne vais pas aller voir le manga de Gonagai et de des dessinateurs qui lui a succédé, dont j'ai oublié le nom. Parce qu'en fait, c'est vraiment une version très différente et c'est pas ça qu'on va faire. Alors évidemment, je la connais. En tant que fan, j'ai été voir, je suis curieux. C'est même intéressant de comparer les deux parce que là, on voit justement à quel point les équipes de la Toei ont fait autre chose que ce que Nagai aurait probablement fait lui. Nous, ce qu'on regarde quand on se retrouve face au robot, on a deux énormes problèmes. Le premier, c'est que c'est un design de 75. On est 2 ans avant Star Wars, qui est quand même, en termes de représentation des choses mécaniques ou de la technologie, une rupture totale. Une rupture qui est annoncée par 2001 Odyssée de l'espace, quelque chose comme ça, mais dans Star Wars ou Cosmos 99, pour ceux qui connaissent. En l'occurrence, des choses qui sont connues au Japon. Hein. Mais là, on est sur Goldorak qui ressemble à une Cadillac. Il est tout rond, il a des jolies couleurs. C'est une Cadillac de 30 mètres de haut qui marche, mais c'est quand même une Cadillac. On est dans le même design que les Star Trek, on est dans le même design en fait que la fusée de Tintin. On est à 2 doigts d'avoir des carreaux. Et quand on regarde le centre, par exemple, il porte les rayures rouges et blanches qu'on trouve chez Hergé, etc. On est dans cette vision-là de la technologie. Et évidemment, nous, on se retrouve en 2016 à l'époque, avec le fait qu'on sait que les gens ne peuvent plus regarder ces technologies-là sans les trouver extrêmement vieilles. D'autant que c'est une technologie d'armement. Et effectivement, les couleurs de Goldorak n'ont absolument aucun sens sur le plan de l'armement. Et alors, on se retrouve avec cet exercice-là de se dire, voilà, il faut qu'on le ramène aujourd'hui. Or, il est hors de question de ne pas faire la suite de nos souvenirs. Donc là, on voit que on a un gros problème. Et on s'est dit qu'on allait changer ça par le traitement graphique qu'on allait en faire. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on s'est énormément éloigné du dessin animé pour pouvoir faire ça. Parce que le dessin animé, évidemment, il est génial ce design pour le dessin animé parce qu'il est très simple. Il y a des aplats, il y a des grandes zones, il y a des couleurs qui permettent de le reconnaître instantanément, mais schlouk, un bout de jaune comme ça, et c'est une corne. On fait un V rouge et le rétro-laser est presque déclenché. Et la forme est très simple et donc relativement facile à animer. Nous, on a fait le choix complètement inverse de complexifier la manière dont on le dessine. On n'a pas complexifié le robot lui-même, mais on a en permanence mis des petits niveaux de détail, des niveaux de vibration, ce qui fait que dans notre Goldorak, déjà, il pèse beaucoup plus lourd quand on le regarde. D'un seul coup, on sent son poids, ce qu'on sent assez peu dans les dessins animés, qu'on le sent justement par le son. Quand ça fait le à des moments, là, on se dit, il est gros, il est en métal. Mais en fait, dans l'animation, pas trop. Ça, nous, on insiste sur le poids. La taille. On passe notre temps à décider des décors hyper fins, avec des fenêtres en quantité, parce que d'un seul coup, ça permet de montrer la taille. Pareil, dans le dessin animé, il y a un moment, les gars, il faut qu'ils tombent La taille gouache. exacte de Goldorak, je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument constante dans le dessin. Alors, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a une main dans laquelle on a un bus scolaire, et dans cette même main, on a une voiture, et les deux sont exactement de la même taille. Donc, on voit très très bien qu'il a une taille de 1 à 3, voire 1 à 4. Nous, on a pris le canon annoncé souvent de 30-35 mètres. Nous, on s'est autorisé entre 35 et 50. C'est-à-dire que selon l'émotion qu'on veut faire passer, en fait, on change sa taille. Parce qu'on a cette énorme chance, en dessin animé comme en BD, de ne pas être soumis à la réalité. C'est un vieux procédé parce que dans le vieux King Kong de 1933, enfin le seul King Kong, déjà King Kong n'a pas toujours la même taille du début à la fin du film et pour des raisons d'impact, de puissance émotionnelle d'une séquence à l'autre. Voilà. Et alors pour terminer ce sentiment de réalisme, parce qu'en fait c'est la question qu'on s'est posée, elle tient en 2 mots. Goldorak, il est pop. Et nous, on a décidé de faire de la pop réaliste. C'est comme faire jouer les Rolling Stones et les Beatles ensemble. Ça ne marche pas, mais on a quand même décidé qu'on allait faire ça. En fait, on a affiné les notions de réalisme en faisant que... Alors, par exemple, il y a un truc intéressant dans Goldorak. Son bras, c'est 2 cylindres emboîtés. Quand on regarde le dessin animé, quand il fait ça, il n'y a pas de trou. Pourtant, a priori, essayez chez vous, mais prenez 2 tuyaux, au moment où on articule, il y a un vide complet qui apparaît. Ça sous-entend que soit c'est n'importe quoi, soit il y a un moyen que le trou soit bouché. Alors, nous, on est parti de l'idée que c'était des nanoplaques en surface qui passaient leur temps à changer.
et que c'était une technologie tellement haute que qu'on ne la voyait pas. Alors de temps en temps, on montre quand même des bouts parce qu'il y a cette carapace est déchirée. Et c'est pour ça que vous verrez sur le fulgure-point à l'arrière, on ne l'a pas expliqué dans l'album, mais il y a des petites plaques qui ont sauté sur le fulgure-point. On essaye de montrer ce mécanisme-là, en fait. Voilà. Et ça a finalement créé son ennemi, le Golgoth, puisqu'en fait, il peut lui totalement se transformer. Donc en fait, ça décline de cette tentative d'explication du grand n'importe quoi des écoutes de Goldorak. Mais ça me fait penser quelque chose, tu parles de réalisme, etc. Donc Goldorak, c'est 78. Or, au Japon, très vite après, on passe à autre chose dans le robot, qui est Gundam, Macross. C'est des robots qui sont censés être réalistes, justement. Qui ressemblent à des avions de chasse de l'époque. Voilà. Et donc, on est justement... C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi Grandizer n'a pas eu un grand succès, c'est que vont arriver très vite autre chose, un autre univers, un autre truc. Et quand on regarde Cosmos 99, qui doit être de 74, si mes souvenirs sont bons, on a déjà des vaisseaux qui sont faits avec des poutrelles, avec des moteurs séparés. On est voilà, le design est en train de tourner au réaliste à l'époque. Il est probable qu'il arrivait aussi un tout petit peu tard par rapport à ça. Et en même temps, c'est des formes qui sont iconiques et qui, sur nos petits cerveaux d'enfants de 8 ans, ont fonctionné à l'inverse, à merveille, sans doute beaucoup plus que je ne crois pas qu'à 8 ans, Gundam, on le perçoit aussi nettement. Et en plus, Goldorak, il y a les cornes qui font penser les Vikings. Enfin, Drakkar. pour les Européens, ça parle. Le Goldrakkar. Pour moi, ma théorie, c'est que c'est Astérix. C'est que la superposition du mythe, Goldorak Astérix, fonctionne assez bien dans la réception française. Une précision sur les cornes, les casques à cornes, ce sont les Gaulois, pas les Vikings. Même si dans beaucoup de représentations populaires, on montre les représentations populaires. Il y a effectivement quelque chose qui nous ramène, enfin, de très loin, mais qui peut nous ramener à Astérix. Oui. Ouais. Ou à la tête de proue de navire. Moi, je me souviens, à l'époque, ça me faisait penser aux têtes de proue. Il y avait un côté, c'était une idole géante. C'était un totem. Il y a un côté totémique. Hein. On n'est pas très loin aussi dans Astérix, des totems qu'on peut voir. Alors que je ne suis pas sûr que le design de Mazinger Z aurait parlé de la même manière aux Européens. Il est moins bien. Franchement, il est moins bien. On est sur un accomplissement avec Goldorak. Il y a une recherche qui dure depuis quelques années autour des différentes séries. C'est amusant parce que même le pilote, il est raté Goldorak dedans. Et on sent bien que l'ultime correction, c'est la bonne. L'équilibre est vraiment très bon. Moi, j'ai pas grand-chose à retirer à ce design-là. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on n'allait pas le changer, justement. Hein. C'est qu'on arrive à une sorte d'accomplissement. Mais c'est la fin d'une époque. Et voilà, on a dû nous transplanter ça dans notre époque. Alors, comment on est arrivé au totem, aux superpositions de mythes, il est temps de se poser la question, c'est pourquoi se souvient-on tellement bien de Goldorak? Est-ce pour de bonnes ou de mauvaises raisons que nous nous souvenons de Goldorak aussi bien? Hervé. Alors, moi, je me souviens de Goldorak pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. J'ai beaucoup regardé Goldorak et je pense que je l'ai regardé pour de mauvaises raisons. Je l'ai regardé certainement pour les raisons qui font qu'à l'époque, certains parents étaient inquiets. C'est-à-dire que je regardais Goldorak. Pourquoi? Parce que j'étais à certains moments devant la télévision tout seul et parce que donc je regardais ce que je voulais. Le fameux seul. C'est pas du tout une bonne raison. Par ailleurs, je regardais Goldorak, mais c'est pas du tout la série que je préfère à l'époque. Moi, la série qui me scotchait totalement, c'était Candy. Et je le revendique. Mais le prince de la colline, c'est qui finalement? Mais donc voilà, je regardais Goldorak parce que j'étais devant la télé et que c'était diffusé à l'heure où je regardais. Après, le fait est que tout le monde en parlait. C'est-à-dire que, alors je l'ai déjà dit, mais à l'école, à un cours de récré, on parlait de Goldorak, on jouait à Goldorak, qu'on était fan. On était fan ou on ne l'était pas, mais ça faisait partie des sujets de conversation quasi quotidiens. J'ai revu Goldorak plus tard lors de sa rediffusion de 82-83 et déjà à ce moment-là, ça m'ennuyait un peu. Il y a d'ailleurs quelque chose qu'il faut que je dise. Il faut que je demande pardon à quelqu'un ici en direct. Il faut que je demande pardon à mon petit frère. Parce qu'à cette époque-là, Goldorak passait le mercredi après-midi. Et mon frère, qui n'était pas très âgé, il avait 3-4 ans, mais lui, il adorait Goldorak, et il était à l'âge où il fallait que je lui dise que c'était l'heure de Goldorak. Et régulièrement, je faisais exprès d'oublier que c'était l'heure de Goldorak, parce que moi, ça me saoulait d'aller m'asseoir sur le canapé, mais non pas... Enfin, je sais pas. Et je ne sais pas si on peut te pardonner, en fait. Alors non, attends, j'ai pas fini. Un jour, il me dit, bon, alors là, la dernière fois, on a raté, bon, là, tu me dis l'heure de Goldorak, je lui promets que je vais lui dire. Et j'oublie de lui dire que c'est l'heure de Goldorak et il est très déçu et je lui promets que la semaine suivante on ira regarder. Mais en fait, ce que j'ignorais, c'est que ce jour-là, c'était le dernier épisode de
Goldorak. Tu es un monstre. Voilà. Voilà, c'est un monstre de Vega. Je suis désolé. Denis, remonte le niveau. Là, je veux dire, ça me... Et la semaine suivante, on s'est tapé XOR. Et là, Là, le c'est drame. bien fait pour Et vous. moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Oh, Ouais, bah, d'accord, un pervers. oh, je m'en vais. Oui. Vas-y, Denis, remonte. Alors, moi, je vais parler pour moi parce que je pourrais vous faire 2 heures sur les raisons parce que depuis 5 ans qu'on papote avec les copains, on en a identifié plein. Je vais vous dire pourquoi moi ça a fonctionné avec moi. Il y a mes 2 personnages favoris à l'époque, c'est Goldorak et c'est, alors je vais le dire comme je le disais à l'époque, Iron Man. Donc Iron Man. Et en fait, on est exactement sur la même chose. C'est-à-dire qu'un petit garçon, dans les 2 cas, il peut monter dans l'armure d'Iron Man ou monter dans le robot géant. Dans les 2 cas, il n'est plus le pauvre gosse à l'école qui joue pas au foot. Il a une capacité d'action sur le monde démultipliée. Et ces 2 personnages-là, c'était pas des super pouvoirs tombés du ciel, c'était pas la magie, c'était pas Shazam, c'était pas. Non, c'était juste un truc qu'on pouvait trouver garé au coin de la rue. Et si on avait les clés de contact, on pouvait s'emparer de l'armure d'Iron Man ou s'emparer de Goldorak. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de petits garçons, peut-être la génération pré-geek, celle qui était traitée de tête d'œuf dans les cours d'école, qu'on n'invitait pas à jouer au foot, etc., qui a adoré Goldorak pour cette raison-là, parce que c'était un peu le grand frère, mais en automatique, quoi. On avait pour la protection, on aurait pu. Alors bon, faut être honnête. Depuis, j'ai réalisé que les robots géants et les armures qui tiennent dans une valise, ça n'existe pas. Hein, mais voilà, et je pense que ça a bien marché. Et puis après, il y a une deuxième raison que j'ai identifiée, parce que j'avais 5 sœurs. Donc je regardais Candy et j'ai adoré Candy aussi en fait. Donc nous sommes au moins 2. C'était vachement addictif. Hein. Voilà, oui, voilà, c'est le vrai soap bien écrit comme il faut. Mes sœurs, elles regardaient pas du tout Goldorak pour ça. Elles trouvaient ça hyper romantique. Et ça, on oublie cette dimension-là. Alors, mais il y a Actarus cette qui joue de la dimension. guitare. C'est vrai. Alors, ouais. moi alors j'ai revu un certain nombre d'épisodes de Goldorak là en amont. Il y a des choses que je trouve très intéressantes, notamment dans les scènes d'action. Je dois dire que les scènes où Actarus gratouille sa guitare, je les trouve extrêmement pénibles. Ah oui. Ouais, surtout- Et même musicalement, Ah oui, oui. les rares plages de Kikuchi que je trouve casse-pied, c'est voilà, les ouais. petits solos de guitare. Il y a aussi des solos de trompette très lents et romantiques pour certaines scènes de ranch. le côté Mariachi. Ouais, ce sont des moments que je trouve un peu laborieux sur le plan dramatique et quelquefois qui se prolongent au-delà de toute raison pour une série dont quand même l'enjeu et c'est des bagarres entre gros robots. Mes sœurs, elles regardaient ce garçon loin de sa planète, le regard sombre, la lune est rouge, les forces vont attaquer, vite, je vais jouer de la guitare, etc. Et en les revoyant, je ne sais plus quand, il y a 7-8 ans, d'un coup, ça m'a sauté à la figure que c'était aussi un dessin animé pour les filles. Comme Albator était aussi un dessin animé pour les filles. Et en fait, à l'époque, on nous a séparés en 2 groupes, alors qu'en fait, il y en avait pour tout le monde dans ces dessins animés. Oui, c'est quand même absolument. génial. Albator, c'est un peu particulier parce que Leiji Matsumoto a commencé par des mangas pour filles. Donc l'aspect fille est un peu plus logique. C'est beaucoup plus équilibré dans Albator. Et les garçons étaient vraiment des idiots de ne pas regarder Candy. Par ailleurs, dans Albator, les garçons sont souvent assez androgynes. Il y a beaucoup moins de virilisme dans Albator que dans Goldorak, où quand même, dans Goldorak, l'un des enjeux, c'est quand même entre Actarus et Alcor, c'est un peu à qui pisse le plus loin. Moi, je suis Et régulièrement, ils ont des conflits qu'ils résolvent à coups de poing. Oui. Alors, moi, je maintiens que c'est pas vrai, c'est pas la résolution. Le conflit se manifeste, mais il est résolu par ensuite Ils se des demandent excuses pardon à la fin. Oui. mutuelles et le professeur Procyon, qui est la garantie morale, qui donne très souvent le point. Donc c'est pas du tout vrai que la résolution se fait par la violence, uniquement avec les méchants, la résolution par la violence, et encore pas toutes les fois. Non, ça c'est de la caricature. Merci. Moi, j'étais de Faut être la. vigilant là-dessus. Retournez, regardez Candy, monsieur. Moi, j'étais de la team Albator, donc c'est un peu différent, mais parce que moi, j'adorais les Sylvidres. C'est-à-dire que toutes ces filles avec les cheveux, je me suis dit, plus tard, devenu vieux, mais pourquoi on ne voit pas des filles avec les cheveux qui tombent jusqu'aux chevilles? Ça n'existe pas. Donc, il y avait ça, mais enfin, bon, c'est autre chose. Mais enfin, dans le fantasme rétrospectif, il y a ça. Plus, on parlait des musiques, les musiques de Seiji Yokoyama qu'on retrouve après dans Senseiya. Autre série, les musiques, c'est aussi. Alors là, c'est pas dans le sujet, mais je vais quand même me permettre de mentionner que les musiques de Yokoyama n'étaient pas à l'écran quand Albator était diffusé en France. Oui, c'est vrai. C'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Et en revanche, Kikuchi, dont nous avons parlé, a composé les musiques de la seconde série d'Albator,
de 1983, qui en France s'appelait Albator 84 parce qu'il a été diffusé en 84. Et les musiques qu'il a écrites pour cette série d'Albator sont, me semble-t-il, presque encore supérieures à celles de Goldorak. En tout cas, sur le plan des... alors si la différence entre les deux, c'est que les musiques un peu mélancoliques et lancinantes d'Albator sont affreusement efficaces et tirent l'arme, alors que celles de Goldorak sont parfois un petit peu casse-pieds. Ouais. Moi, je vous propose de nous interrompre pour faire participer un peu la salle. On n'est pas les seuls à avoir aimé ou été traumatisés par Goldorak. Et donc, il nous reste... alors, il y a une question ici. Il nous reste une dizaine de minutes. Ici. Bonjour. Donc moi, je voudrais témoigner en tant que fille, parce que finalement, il n'y a que 4 garçons dans cette table ronde. Et donc moi, je suis de la même génération. J'ai regardé Candy, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai regardé Goldorak et aussi toutes les autres choses qui ont été mentionnées. Mais je me souviens très bien, donc moi, je sais pas, je devais avoir 4-5 ans quoi, quand Goldorak passait. Je me souviens très bien, je ne l'ai pas revu depuis, hein, mais que bon, je regardais ça parce que ça passait. Je n'étais pas spécialement fan. Mais déjà, il y avait une chose que j'avais beaucoup de mal à comprendre, c'est comment ils pouvaient être à la fois dans un ranch et avoir cette technologie hyper évoluée des robots. Moi, j'avais déjà des catégories. Et je me posais la même question pour l'île aux enfants. J'avais du mal à comprendre comment il pouvait y avoir Casimir et Hippolyte d'un côté, et puis de l'autre, des êtres humains. Donc il y avait, bon, ça n'a rien à voir avec mon genre, mais enfin peut-être si, mais je me souviens aussi que Goldorak a commencé vraiment à m'intéresser, même si par ailleurs je n'ai jamais eu de problème pour m'identifier à des garçons. Par exemple, dans les Cités d'Or, qui n'a pas été cité, je m'identifiais beaucoup plus facilement à Esteban qu'à Zia. Bah, vaut mieux, parce que le personnage de Zia, il est voilà. quand même un peu... Oui, parce que pour le coup, j'ai revu les Cités d'Or et Zia, c'est vraiment absolument catastrophique de ce point de vue-là. Mais donc, moi, je me souviens très bien que dans Goldorak, ça a commencé à m'intéresser quand les sœurs... Je me souviens plus du tout des histoires, mais effectivement, ça rejoint un petit peu ce que disait Bajram, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un élément... de relations, enfin de problématiques interpersonnelles, de relations affectives, et où il y a deux personnages féminins qui apparaissent et puis qui, elles aussi, elles sont capables de faire des trucs. Ah ouais, et là, ça a commencé à m'accrocher davantage. Il y a un moment où l'équipe Voilà. de combattants s'élargit et où 2 femmes viennent s'associer aux 2 hommes, et la tonalité change un peu à ce moment-là. Et c'est vrai que sur les... Juste finis ma phrase sur... C'est vrai que sur les... voilà, des sujets qui sont beaucoup évoqués aujourd'hui sur les filles ont besoin de pôles d'identification, donc on encourage les auteurs à mettre des personnages féminins forts, etc. Bah, c'est vrai que là, bon, ça reste un souvenir, mais en toute innocence, quand j'avais 4 ans, voilà, je me souviens que pour moi, ça avait fait quand même une différence qu'il y ait ces personnages féminins et que c'était des pôles de projection et que ça m'a intéressée. Mais il y a aussi le côté peut-être un peu, je sais pas, enfin, très genré, quoi. C'est que c'était surtout les relations. Finalement, moi, les bastons, ça ne m'intéressait pas et ça continue à pas m'intéresser. Mais par contre, dès lors qu'il y avait des histoires sentimentales, relationnelles, complexes entre eux, il a fait ça, il a voulu faire ça, on ne s'est pas compris, je m'excuse et tout, ça m'intéressait davantage. Ce qui est amusant, c'est que Vénusia, qui est là dès le début, qui est au début vraiment la gourdasse de la ferme, hein, la présentation, c'est vraiment ça. En plus, elle a la voix de Nelly Olson en français, la méchante blonde de La Petite Maison de la Prairie. Donc elle a l'air d'une greluche interstellaire. Et en fait, bah, là, les équipes ont fait un truc formidable avec ce personnage-là, puisqu'elle devient vraiment un des piliers de l'équipe, et puis même un pilier moral. Elle a peur de piloter des trucs dangereux, mais elle va passer cette peur-là, elle va finir par devenir indispensable. On est vraiment sur alors là un rôle féminin extraordinaire. Et alors d'autant plus dans le Japon de l'époque. Hein. On est probablement sur une sacrée provocation de la part des équipes d'aller écrire un personnage comme ça. Et puis alors il y a la jeune sœur qui arrive après, d'Actarus, qui alors carrément là, Alcor, elle l'envoie valdinguer comme ça, genre elle est 10 fois plus costaud que tout le monde, et c'est carrément un discours de bon bah tout ça c'est pareil, et arrêtez de nous poser des questions. C'est assez étonnant hein, pour l'époque. Hein. Dans la bande dessinée, on a tiré ces fils là plus loin.
Mais on n'a pas eu besoin on n'a pas du tout eu à retourner l'histoire. Enfin, la question de la femme, elle est bien traitée dans la série, quoi. Une autre question, monsieur. Est-ce que j'ai un micro. Je voulais vous demander, puisque c'était difficile d'accéder à ce contenu-là en France à l'époque, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec les autres œuvres de Go Nagai depuis du coup tout ce qu'il a fait, que ce soit Devilman ou même Princesse Sapphire ou les nombreux reboots, suites, etc. de Mazinger Z. Est-ce que vous êtes familier avec ce contenu-là? Cutionné a été diffusé plus tard. Oui, en 87-88, Ouais. oui. Mais je crois que c'est le seul autre cas. À qui s'adressait la question? À nous trois? Plus à Denis Bajram, à mon avis. Oh bah moi, j'ai picoré, parce que je suis loin d'avoir tout vu et tout lu. Comme je me suis intéressé à tout ça, évidemment, j'ai pris connaissance. Donc il y en a une partie dont j'ai lu quelques épisodes ou vu quelques épisodes. D'autres fois, j'ai été plus loin des Devilman. J'ai à peu près lu tout ce qui est disponible. Voilà. Après, il faudrait parler japonais pour terminer, parce que c'est une œuvre assez colossale, Go Nagai, donc qui est en cours de traduction, là, de rien, lentement et sûrement. Donc, une dernière question. Je voulais revenir avec Vénusiac, en fait, avec ces deux personnages. Moi, je me souviens maintenant, quand j'étais gamin, j'ai quand même été surpris quand même dans Goldorak de voir ces deux grandes différences entre ce méga labo où sortait Goldorak et ce fameux et ce ranch où il y avait quand même des gens un peu foldingos. Et Rigel était vraiment magnifique. Moi, j'adore ce mec-là, mais j'ai trouvé vraiment c'était vraiment très contrasté, quoi. Il y avait vraiment un mur entre les deux. Et maintenant que j'y repense, en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait tellement de différence entre les deux. Il y avait cette espèce de contraste-là dans ce monde-là, quoi. Dans l'histoire, en fait, le ranch est totalement à l'écart. Nous, on a des problèmes de localisation qu'on s'est posés. Il est dans une zone complètement forestière du Japon. Et en fait, il accueille, c'est dit dans les épisodes, ils ont offert un terrain au fameux centre du professeur Procyon, parce que c'est un endroit isolé où il peut faire des observations spatiales, en fait. Donc le lien, il est là. C'est-à-dire que l'implantation est logiquement dans un endroit où il n'y a pas de ville, etc. On en parle beaucoup en ce moment des problèmes de pollution nocturne. Alors c'est jamais dit tel quel, mais on comprend que c'est quand même ça l'idée. Il s'avère que cette base isolée, c'est là que va pouvoir se réfugier le robot poursuivi par Vega. Donc le lien est là. Bon, après, c'est vrai que l'air de rien, sortir du truc hyper moderne et puis arriver à jouer du banjo 2 minutes après, c'est un peu bizarre. Mais il y a d'autres éléments d'étrangeté dans la mesure où il y a les codes de l'animé et du manga, c'est-à-dire que les personnages ont des yeux ronds et ont l'air américains dans leur mode de vie par moment, mais par moment, il y a un retour vers le Japon traditionnel. Il y a des scènes en kimono, oui, il y a des scènes qui font référence à des rites particuliers, et donc on a cet alliage aussi assez étonnant. Je crois que c'est volontaire. L'idée, c'est de concevoir quelque chose qui soit ouvert à la fois au public japonais et qui soit susceptible de fonctionner aussi à l'exportation. C'est très drôle, parce que dans l'histoire, je crois qu'Alcor, normalement, revient de la NASA, où il était censé être pendant Great Mazinger. Donc on voit bien qu'il y a en plus cet échange avec les États-Unis. Mais d'abord, il y a un étrange mélange, parce qu'il y a une fascination pour la culture américaine qui est là. En même temps, on sent quand même l'énorme traumatisme de la catastrophe de 39-45 au Japon. On ne détruit pas des villes de 30 ans après, on ne monte pas des réfugiés, etc., sans que c'est un lien, évidemment. Donc il y a une sorte d'étrange dialogue comme ça dans Goldorak entre un côté pro-américain et puis des choses très japonaises qui remontent comme ça. Les destructions de villes, c'est Godzilla. Hein, oui. Là, c'est un peu différent. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est sur un malentendu. Peut-être qu'une partie du succès de Goldorak a lieu normalement, le modérateur n'est pas censé intervenir dans le contenu. Normalement, voilà, on n'a pas fait 3 fois l'émission non plus. C'est le... Bon, oui, remarque, c'est vrai, c'est terminé. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Un mot de conclusion pour vous, qu'est-ce que c'est ? Non, alors pour revenir sur cette histoire de différence, c'est que dans Godzilla, il n'y a pas de réfugiés. Là, on est face à un réfugié quand même, avec une planète détruite. Oui, mais je veux dire, il y a toutes ces notions comme ça de catastrophe de civilisation qu'on ressent à travers Euphor, mais finalement qui sont même mis sur Vega, où Stikades, leur planète, a été détruite et tout. C'est assez étonnant là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a un retour de la catastrophe de civilisation qui a été la défaite de 45, qui est là aussi. Donc c'est vraiment amusant ce yo-yo comme ça, assez complexe, sans doute
peut-être lié à des raisons commerciales au départ, mais les scénaristes ont fini par peupler leur monde de quelque chose d'assez étonnant et d'assez riche. Là où Olivier a raison, c'est que sur le plan vraiment strictement cinématographique, les plans, les séquences d'attaque de villes où les Golgoths rasent des immeubles, etc., c'est des images qui sont absolument identiques à ce qu'on trouve dans les films de Honda et dans Godzilla. Oui, on a même l'impression qu'il y a un mec en costume en train de marcher dans le robot à des moments. Eh bien, c'est sur ces fortes paroles que nous terminons cette table ronde. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Je vous remercie d'y avoir assisté.